intéressant. On abandonne les milieux de la physique, de l'astrophysique, de la chimie, et on va dans l'histoire. Louise Thiroux, qui vient d'un autre établissement de l'université PSL, qui s'appelle École pratique des hautes études, et que j'ai appris qu'en effet, elle s'occupe de l'histoire des technologies, mais en effet, elle fait de l'histoire de l'art. Exactement. Et est-ce que c'est un peu incompatible, est-ce que c'est un peu un paradoxe de s'occuper des technologies quand on fait histoire de l'art? Non, pas du tout. Enfin, encore une fois, moi je travaille dans le champ de l'histoire des techniques. Donc on va prendre un exemple très simple. Là, je vais vous présenter un travail sur les Vespasiennes. Donc les Vespasiennes, vous savez peut-être pas ce que c'est. C'est l'ancien nom pour désigner les toilettes publiques. Alors, les toilettes publiques, est-ce de l'art? Je pense que de prime abord, vous aurez plutôt tendance à dire non. Néanmoins, moi j'étudie l'architecture. L'architecture, c'est de l'art, c'est de la technique, c'est difficile à trancher. Et c'est pourquoi il y a encore un débat encore assez vivace pour savoir si l'histoire des techniques appartient à l'histoire ou à l'histoire de l'art. Mais en réalité, voilà, ce sont des petites questions un peu particulières qui ne devraient pas trop vous intéresser aujourd'hui. Voilà. Et donc, parmi les choses dont les historiens s'occupent, c'est comment on va aux toilettes. Exactement. Comment on allait aux toilettes, au moins au 19e siècle, sur Paris. Et c'est ça le thème de la conférence de Louise Thiroux. Voilà. Alors, vous êtes-vous déjà demandé comment nos ancêtres effectuaient leurs besoins privés? Ou bien même si ces besoins étaient réellement d'ordre privé? Si cette question de prime abord peut prêter à sourire, il est en réalité très important de se la poser afin de mieux comprendre les rapports que l'on entretient avec les lieux d'aisance, mais aussi avec les parties les plus basses de notre anatomie. Après tout, est-ce toujours aller de soi, d'uriner ou de déféquer à l'abri des regards? Cette dernière question constitue le fil rouge de ma recherche portant sur les Vespasiennes parisiennes entre 1834 et 1907. Ce travail vise à souligner à quel point la pluralité architecturale et technique des latrines publiques témoigne de l'évolution des normes et des représentations du corps, et en particulier du corps qui se soulage dans l'espace public, un corps que j'appellerais corps pissant. À travers ces évolutions se révèlent les préceptes hygiénistes, mais aussi les exigences de salubrité et de moralité propres au XIXe siècle. Quid de l'eau, me direz-vous? Pas de panique, elle sera au cœur de la problématique du jour, qui consiste à montrer comment la gestion des eaux noires modifie la structure des toilettes publiques, ainsi que la place accordée au corps pissant dans l'espace urbain parisien au XIXe siècle. Toutefois, avant de commencer notre enquête, j'aimerais vraiment que vous gardiez à l'esprit que le confort moderne dans lequel on vit à l'heure actuellement n'est pas une réalité au XIXe siècle. En effet, la plupart des logements ne sont pas dotés de toilettes privatives et l'écrasante majorité des Parisiens effectuent leurs besoins soit dans les cours de leurs immeubles, soit à même la rue. Une rue qui, par ailleurs, n'est toujours pas dotée d'urinoirs publics. D'accord ? Et c'est dans ce contexte, et selon une idéologie hygiéniste visant à endiguer la circulation des miasmes dans la ville, que sont implantés les premiers modèles d'urinoirs standardisés en forme de colonnes qui arrivent dans la ville de Paris à partir de 1834 grâce au préfet Rambuteau. À l'écran, vous pouvez voir un modèle analogue construit en 1849. Ce dernier répond en tout point aux exigences de salubrité, mais également de moralité des années 1850. Non embranché au réseau d'égouts, son positionnement en bordure du trottoir permet de limiter la stagnation des urines, ce qui est un atout non négligeable pour la salubrité du lieu. De plus, comme vous pouvez le voir, c'est un lieu qui est très ouvert, ce qui là encore est un gage de salubrité, puisqu'en conformité avec la doctrine aériste, mais aussi un gage de moralité, puisqu'il permet à l'usager de se mettre en scène, et particulièrement de mettre en scène sa salubrité. Cette forme architecturale constitue de ce fait le premier jalon d'une politique visant à encadrer les pratiques excrémentielles dans la ville. Néanmoins, l'idée du tout à l'égout, popularisée à partir des années 1860 par des ingénieurs comme Belgrand, se traduit dans Paris à l'époque par la densification du réseau d'égouts. En effet, il passe de 140 km de canalisation en 1852 à 560 km en 1878. Dès lors, les colonnes Rambuteau n'ont plus vocation à exister et sont donc détruites à partir de 1877.
Donc à présent, intéressons-nous au modèle d'urinoir ayant le vent en poupe à partir des années 1870. Bien qu'il existe une kyrielle de modèles, le plus populaire est sans conteste l'urinoir à stalles multiples. L'étude des plans d'ingénieurs ayant servi à la mise en place de ce genre d'urinoir sont particulièrement instructifs. En effet, ils montrent à quel point la logique du tout à l'égout a pénétré la pensée des ingénieurs. La coupe CD, visible à gauche de l'écran, donne à voir l'embranchement de la pissotière à l'égout. Dès lors, il semble impossible d'envisager un urinoir non embranché à ce même réseau. Pourtant, la modification des toilettes publiques, elle n'est pas que de nature ingénieriale, elle est également architecturale. Comme vous pouvez le voir, cette latrine n'a plus grand-chose à voir avec la colonne précédemment présentée. Et on voit donc que la plus grande innovation est la présence de stalles, à savoir d'écrans qui contribuent à masquer ce que la destination a de vulgaire. Il apparaît donc que moins les eaux noires sont visibles à la surface de la ville et plus le seuil de tolérance concernant ce que l'on juge sale, indécent, impropre s'abaisse à son tour. Et là encore, l'urinoir endosse le rôle d'agent, mais aussi de garant de la diffusion de normes renouvelées de la décence. Cette hypothèse de travail est d'autant plus lisible lorsque l'on s'intéresse aux urinoirs mis en place pour les femmes à partir des années 1870. Il s'agit des chalets de nécessité. Merci. Le chalet fonctionne ici à la manière d'une forteresse de la vertu qui dérobe totalement la vue du corps pissant à la vue des passants. Inviolable, ce sanctuaire des eaux noires est même surveillé par des gardiennes lors des horaires d'ouverture. Et donc si le XIXe siècle est le temps de l'eau cachée, comme le disait André Guilherme, il est aussi le temps du corps dissimulé, et particulièrement des basses parties du corps dont les besoins font à la fois l'objet de mépris, mais aussi de crainte. Un pas supplémentaire dans la volonté de masquer le corps pissant est franchi au début du XXe siècle, période de triomphe incontestable du système du tout à l'égout, par l'inauguration en 1905 du lavatory souterrain de la Madeleine, dont vous pouvez voir évidemment le plan à l'écran. Dans l'extrait d'article projeté, le journaliste insiste véritablement sur le caractère disgracieux de l'architecture des toilettes préexistantes. Et s'il le fait, c'est pour mieux critiquer leurs usages et leurs usagers, afin de légitimer cette relégation sous terre de notre fameux corps pissant. Ainsi, tout comme les eaux noires, le corps pissant doit lui aussi progressivement disparaître de la surface de la ville. Être surpris en train d'uriner à la surface devient un crime contre l'urbanité, là où s'adonner à une pissette souterraine devient un synonyme de modernité. Notre enquête touche bientôt à sa fin et nous commençons à comprendre, du moins je l'espère, à quel point les différents modèles de Vespasienne sont les reflets des évolutions du monde de l'ingénierie au XIXe siècle, tout en diffusant des exigences nouvelles en matière de pudeur. Des exigences dont nous sommes d'ailleurs encore aujourd'hui tributaires, au vu du tabou qui sévit encore au sujet de nos fesses, mais également de nos fesses. En atteste le scandale récent à propos de l'installation de cette urinoir mobile dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Et s'il défrait la chronique, c'est en raison des nuisances olfactives et visuelles qu'il générait auprès des riverains. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, le fonctionnement de cette urinoir diffère assez peu de celui des colonnes Rambuteau, donc les tout premiers urinoirs installés dans Paris. Alors, est-ce que ça laisse entendre une forme de retour en arrière dans notre gestion des toilettes publiques en ville ? Pas nécessairement. Et d'ailleurs, ce retour en arrière n'est pas nécessairement un synonyme de déclin ou de déchéance, mais tout simplement d'une réadaptation de notre mobilier urbain face à des considérations nouvelles, comme celle de l'écologie, par exemple. Mais seriez-vous pour autant enclin à sacrifier vos exigences de pudeur ou votre seuil de tolérance face aux mauvaises odeurs ? Je vous quitte sur cette interrogation qui vous revient de droit en tant que citoyen de demain. Et je vous remercie de votre attention.